Voilà, je reviens sur une question qui m'a été posée par une élève qui concerne le chapitre 16 sur les gaz. On avait vu que pour décrire un gaz, on pouvait prendre un modèle qui s'appelle le modèle du gaz parfait. Alors, qu'est-ce qu'un gaz parfait? C'est un gaz qui est constitué d'entités. Alors, généralement, ce sont des molécules, hein, par exemple des molécules de diazote, qui sont très éloignées les unes des autres et qui donc peut nous permettre de négliger les forces qui peuvent s'exercer entre deux corps proches l'un de l'autre. Je vous rappelle que si vous avez deux molécules, une molécule A et une molécule B, eh bien, il y a des forces d'interaction gravitationnelle, par exemple, entre ces molécules. Hein, je vous rappelle la force d'interaction gravitationnelle, la formule c'est grand F égale G fois la masse d'une des molécules multipliée par la masse de l'autre molécule divisée par la distance au carré. Si cette distance devient très petite, eh bien, ces forces d'interaction ne sont plus négligeables. Dans le modèle du gaz parfait, on suppose que les molécules sont très petites et la distance qui les sépare est très grande. Et donc, on peut négliger ces forces d'interaction parce que associées à ces forces d'attraction ou bien de répulsion entre les molécules, eh bien, est associée une certaine énergie. Donc, dans le modèle du gaz parfait, on peut négliger les forces entre les molécules, les forces intermoléculaires. Dans les gaz réels, eh bien, il y a des interactions, donc ils sont représentés ici par des doubles flèches entre les molécules présentes dans un échantillon. Alors, la loi des gaz parfaits, elle s'écrit par une équation hein, avec des grandeurs macroscopiques. Donc on peut mesurer facilement la pression du gaz, le volume occupé par le gaz, la quantité de matière en passant par la masse de gaz, hein, petit m c'est petit m ce grand m, et la température du gaz en Kelvin se mesure aussi facilement. Et donc la loi des gaz parfaits nous dit que le produit de la pression par le volume est égal à la quantité de matière de gaz fois la constante des gaz parfaits multipliée par la température. Alors je pense que l'explication elle était surtout apportée autour de ce graphique. En abscisse, on indique la pression du gaz et en ordonnée, on indique la valeur du produit P fois V. Ce qui n'est pas écrit sur ce graphique, c'est que ce graphique il est valable pour une quantité de matière égale à 1 mol. Donc, si vous remplacez petit n par 1, eh bien, la loi des gaz parfaits nous dit que le produit P fois V, il est égal à RT. Donc, quelle que soit la pression, pour un gaz dit parfait, le produit P fois V, il est égal à RT. On a donc, graphiquement, ici, une droite horizontale, puisque, quelle que soit la pression, le produit P fois V sera toujours égal à RT. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, pour des gaz réels, donc par exemple le dihydrogène, eh bien, si on trace la valeur de P fois V pour une mole de gaz pour différentes valeurs de pression, on constate que pour des pressions relativement faibles, eh bien, le produit P fois V est quasiment égal à RT, mais dès que la pression s'élève, vous voyez que le produit P fois V, il s'écarte de la valeur R fois T, donc le modèle n'est plus valable. Un autre exemple qui est plus probant, c'est un autre gaz, le dioxyde de carbone. Donc déjà, la grosse différence entre le dioxyde de carbone et le dihydrogène, ça va être la taille de la molécule. Eh bien, on constate que le produit P fois V pour le dioxyde de carbone n'est plus du tout égal à RT lorsque la pression augmente. On constate que le produit P fois V devient inférieur à RT. Ça montre que un échantillon d'une mole de dioxyde de carbone, dès que la pression augmente, on voit que ce gaz, ne se comporte plus comme un gaz parfait. Donc, la conclusion, un gaz réel peut être considéré comme un gaz parfait s'il respecte la loi des gaz parfaits, PV égale N fois R fois T, mais en fait un gaz réel n'est jamais parfait, et donc si on veut si on veut utiliser ce modèle physique du gaz parfait, il va falloir prendre des pressions qui sont relativement modérées. Alors les valeurs que l'on donne généralement, c'est une pression inférieure à 1 mégapascal. Je vous rappelle que la pression atmosphérique, elle est égale à 1 atmosphère, c'est-à-dire 100 000 pascal. Donc pour une pression
supérieure à 10 fois la pression atmosphérique, eh bien, notre gaz réel ne pourra absolument plus être considéré comme un gaz parfait. Idem, autre limite du modèle, il faut que la température du gaz soit relativement faible, une température modérée. Je n'ai pas donné de valeur, mais si la température du gaz est élevée, l'agitation moléculaire va être très importante et donc on va à nouveau ne plus pouvoir négliger les interactions qui vont exister entre les molécules, ces molécules se déplaçant très vite. La probabilité pour que deux molécules passent l'une à côté de l'autre et la probabilité pour que des chocs existent entre les molécules, eh bien cette probabilité-là, elle va plus du tout euh, être négligeable. Hein, imaginez donc des élèves enfermés dans une salle. Si vous les faites, si vous prenez que quelques élèves dans une grande salle et que vous les faites marcher, eh bien, vous pourrez négliger l'interaction entre les élèves, vous pourrez négliger les chocs entre les élèves. Si au contraire, vous faites courir les élèves, ça revient pour le modèle du gaz à augmenter la température, la probabilité pour que deux élèves par unité de temps entrent en collision devient plus grande. Et donc, vous ne respectez plus le modèle du gaz parfait. Idem, si vous réduisez la taille de la salle, même si les élèves marchent, même si donc la pression, même si la température pardon, est modérée, si la surface de la salle devient petite, eh bien les chocs entre élèves ne seront plus non plus exceptionnels, ils vont devenir très fréquents. Voilà, donc j'espère que ça suffit comme explication pour l'élève qui m'avait posé cette question.